Oh yeah, braves gens, comment allez-vous? Vendredi 10 mai 2024, comment allez-vous les amis? Bah oui, on est vendredi, et le vendredi, il n'y a pas que des raviolis, il y a aussi Zataz, bah oui, hein, normalement c'est tous les mardis et les jeudis 19h30. Bon bah comme vous l'aurez vu, hier soir, il n'y a pas eu d'émission, donc du coup, c'est pour vous ce soir, ce vendredi, en live, en direct sur Twitch, j'espère que vous allez bien les amis. Ah, écoutez, ça sent bon le week-end, qu'en pensez-vous? Ah oui, moi j'ai pas pris de pont, j'ai pas pris de viaduc, j'ai pas pris du tout. J'ai travaillé, donc écoutez, c'est comme ça, mais on va pas se plaindre, il fait beau, il fait chaud, la famille va bien, vous allez bien, vous êtes là, on va parler cyberactualité avant de pouvoir profiter peut-être d'un petit barbecue, d'une petite promenade en amoureux ce week-end, bref, la vie, quoi. En tout cas, bienvenue, merci. Je vous rappelle, cette cyber-émission mardi-jeudi, 19h30. On parle de cybersécurité, on parle d'actualité autour des pirates informatiques, du hacking. Bon, je vous le rappelle quand même les amis, hein. En tout cas pour vous, si vous êtes nouveau dans la cyber-émission, ici on ne parle pas de piratage informatique pour que vous deveniez le fabuleux, dangereux pirate informatique qui va pirater son chien, sa mère, son père, son grand-père, que sais-je encore. Vous ne deviendrez pas non plus de génialissime hacker éthique ici. Non, on parle de cyberactualité parce que je trouve que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et clairement alerter les autres, c'est les sauver. Voilà, on a posé les petits jalons, on enlève ce disclaimer, et on va aussi faire un petit coucou aux copains et aux copines que j'ai vu passer dans le chat. Je vous le rappelle, si vous avez des questions à me poser, vous avez des tranches de vie à partager, vous avez envie de vivre le live, eh bien profitez-en, eh bien vous faites comme le Net Expert, mon co-corp aussi que j'ai vu passer, mon Holo 39, j'espère que je passe vite, hein, plouf, pourquoi je vous dis ça? Parce que, n'oubliez pas, tapez @zataz.com, à commercial, Zataz.com dans le chat sur Twitch, et je vous réponds, je vous vois, je vous lis. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent sur YouTube. D'ailleurs, follow la chaîne sur YouTube, ça nous fait plaisir, ça nous fait, plaisir, tout simplement, puis surtout, ça nous encourage, et n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Mais sur YouTube, on est bien d'accord, il n'y a pas le chat, mais vous aurez tous les liens, tous les articles, toutes les interviews qui vont être diffusées ce soir, eh bien là, dans le chat. Alors, de YouTube, vous l'aurez bien compris dans le disclaimer sur le chat de Twitch, ça sera en temps réel. Alors ce soir, grosse émission, voilà, d'abord de l'actualité, et puis surtout, eh bien, une nouveauté. Il va y avoir des interviews dorénavant dans la Zataz émission, et on commence ce soir, non, pas par des moindres, je vais être honnête avec vous. Zataz est devenu ambassadeur de la marque Intel. Vous savez, ceux qui fabriquent des petites puces. Ben voilà, je suis devenu ambassadeur Intel. Et donc, du coup, ça m'ouvre des portes loin d'être négligeables, comme par exemple, eh bien, pouvoir interviewer des experts cybersécurité, entre autres. Et ce soir, eh bien, là, dans quelques minutes, après avoir passé quelques actualités, vous avoir dit bonjour, essayez de voir qui parle, fait quoi, etc., etc. En tout cas, eh bien, on va avoir un expert de chez Intel. Depuis plus de 20 ans, il travaille dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Bref, on va lui claquer des questions au kilomètre, les amis, pour connaître un petit peu ce monde qui est pas si simple à comprendre, hein. Alors ce soir, côté actualité, on va parler de... c'est quoi cette histoire de QR code pour les Paris et les JO 2024? Bon, bah, vous allez voir que je vous ai fait un petit topo des technologies utilisées pendant ces Jeux Olympiques, et surtout le topo autour des pirates informatiques qui pourraient potentiellement s'intéresser aux URL, par exemple, hein, comme le fameux pass tiré... J'en dis pas plus. En tout cas, des URL que Zataz a pu un petit peu voler à des pirates informatiques qui s'apprêtaient, en tout cas à première vue, d'après ce que j'ai pu repérer, à se lancer sur des petits phishing autour des Jeux Olympiques. On va parler aussi, il semblerait que la Chine ait encore attaqué le Royaume-Uni. Bon, c'est intéressant, hein, le président chinois était là il y a quelques jours encore en France, et on apprend par la presse britannique que des pirates informatiques auraient attaqué le ministère de la Défense, le ministère de la Défense de sa gracieuse majesté, de son gracieux majesté même d'ailleurs aujourd'hui. Donc on va en parler. On va parler aussi du fondateur de Telegram qui revient un petit peu sur... son expérience avec les différents services secrets du monde. On va parler aussi d'un piratage massif chez Volkswagen. Ils viennent tout juste d'en parler. Il date de quelques mois. C'est ça qui est le plus inquiétant, je trouve. On va parler aussi des pirates informatiques. Des pirates informatiques russes. Moi, je les appelle les petits nounours, mais des nounours, qu'on le veuille ou non, qui peuvent faire de gros dégâts. Ils n'ont pas besoin d'être bons, hein. Ils ont juste besoin d'avoir une chance une seule fois. Il est là le gros problème. On va parler aussi des réseaux sociaux
Meta, Meta, la maison mère de Facebook, de pas Telegram, le lapsus, de Messenger, de WhatsApp et compagnie, Instagram, eh bien, est encore une fois montré du doigt. Il ne ferait pas suffisamment de choses par rapport à la désinformation. On va parler aussi des noms de domaine, prudence, il semblerait qu'il y ait une recrudescence des noms de domaine un petit peu touchy. Bref, la cyber-émission, les amis, c'est maintenant. On se fait des bisous. 3, 2, 1, 0. Donc, JO 2024, ça y est, on vient de l'apprendre. Il va y avoir des QR codes, d'abord pour la grande cérémonie des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Bien sûr, ensuite, pour pouvoir se déplacer sur les différentes zones des Jeux Olympiques, les fameuses zones sécurisées. Et donc, on a depuis quelques jours des articles, des interviews tournant autour de ces outils, parce que ça va être des outils qui sont mis en place pour nous sécuriser, en tout cas les personnes qui vont pouvoir se rendre sur les Jeux Olympiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'URL là dans le chat. Vous aurez quasiment l'intégralité des informations que je vais vous expliquer là maintenant. Et il va y avoir donc ces fameux QR codes. Alors, cet article, je vous l'ai écrit ce matin, je vous l'ai mis un petit peu à jour, parce que là maintenant on connaît l'adresse officielle qui va correspondre à ceux qui veulent le pass pour les Jeux Olympiques. Alors, je vous l'affiche, ça va s'appeler pass-jeux.gouv.fr, et c'est là l'importance, le .gouv.fr, je vais être très honnête avec vous, c'est un élément qui pourra au moins différencier des vrais aux faux sites, et ça c'est indispensable. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, dans des différents repérages que je peux avoir dans le dark web, dans les espaces pirates informatiques qu'on a pu infiltrer depuis des années, dans certains vraiment depuis très très longtemps, plus des endroits où on peut trouver différents types de pirates informatiques, on a mis la main sur une conversation, sur une communication qui est en plus pas vieille, elle est de cette nuit. Ils étaient en train de réfléchir, les pirates. Alors je vous dirai pas quelle zone géographique, mais il n'y a pas du russophone, rassurez-vous. Je sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, ils n'étaient pas russophones, russes ou ce que vous vouliez. En tout cas, ils étaient sur des pirates informatiques spécialisés dans l'hameçonnage et le piratage informatique. Et ils réfléchissaient à des URL. Quand soudain, l'un d'eux a commencé à dire « Oh, moi j'en ai un bien !» Il parle de QR code, il parle de Paris, il parle de JO, et il affiche dans le lieu que j'étais en train de lire, sans qu'il me voie, en tout cas, sans qu'il présume que quelqu'un était en train de les enregistrer dans ce qu'ils écrivaient et dans ce qu'ils pouvaient tenter de produire. Et un dit, eh bien écoutez, et si on enregistrait QR code JO Paris 2024.fr. Autant dire que dès que j'ai lu ce charmant contexte pirate avec l'URL, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai été l'enregistrer. Donc aujourd'hui, par exemple, toutes les personnes qui voudront cliquer sur ce lien... Ah, connexion échouée. Ah bah oui, parce que peut-être que le DNS est en train de se répandre encore un petit peu. Ça fonctionnait, je vous le cache pas, il y a quelques instants, mais enfin, c'est qu'un détail. Toujours est-il que je vous ai enregistré. Salut à toi, Plop Monkey, welcome, pourvu qu'il ne pirate pas la flamme olympique. Lol, ouais, ça devrait aller, je pense. Toujours est-il que, voilà, je leur ai embarqué sous le coude et sous le nez, eh bien, QR code JOParis2024.fr. Bon, au moins ça, c'est sauvé. On considère qu'être acteur de la cybersécurité et être hacker éthique, eh bien, c'est de pouvoir sauter sur l'occasion, d'autant plus qu'un URL comme ça coûte 6 balles. 6 balles pour l'année. Au moins, on aura protégé les plus fragiles. Et je vous explique aussi dans cet article que, bien sûr, l'adresse officielle, vous la voyez dans l'article, c'est passe-jeu.gouv.fr et pas... comme je vous les ai mis là, passe-jegouv.fr ou encore pagejegouv.fr ou encore passe-jegouv.fr, etc., etc. Donc c'est super important aussi, de prévenir nos aînés, nos amis, nos collègues, potentiellement des copains qui viendraient de l'étranger, qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus. Envoyez-les sur ces articles. Et puis surtout, sur les sites officiels, je vous ai mis les adresses. Alors, je vous ai mis aussi, bien sûr, d'autres éléments intéressants, je pense, par rapport à toutes les technologies qui vont être mises en place. J'ai reçu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de mails. C'est simple, ce matin, j'étais sur une centaine par rapport à la biométrie, entre autres, pendant les Jeux Olympiques. Et les QR codes. Et ce qui est fou, c'est que ce matin, le préfet de Paris a été interviewé sur France Télévisions, et derrière lui, ça a affiché des QR codes. D'ailleurs, vous avez les QR codes ici. Et c'est là le danger des QR codes. Attention, alors pour ceux proposés par le gouvernement, il n'y aura pas de risque. Pour ce qui est des QR codes, d'autant plus s'ils sont dynamiques, mis en place par des entreprises et autres, attention danger.
Un exemple très concret, donc pendant l'interview du préfet, derrière lui, passait en fond d'écran, en fond d'image, des QR codes. Alors vous doutez bien, je suis pas né de la dernière pluie, dès que j'ai vu ça, je suis allé regarder à quoi ça correspondait. Bon bah c'est simple, hein. À droite nous avions un office de tourisme d'une ville espagnole, et à gauche, on sait pas. On sait pas. C'est une vidéo privée sur YouTube. Ah. Le problème, c'est que potentiellement ce QR code va être réutilisé, cette vidéo va être réutilisée, et peut-être que quelqu'un va changer la vidéo, ou en tout cas ne plus la mettre en privé. Elle est peut-être nauséabonde, voire très désagréable. Pourquoi je vous dis ça? C'est que méfiez-vous des QR codes dynamiques, surtout pendant les Jeux Olympiques, mais un petit peu tout le temps quand même, hein. Oui, comme je vous l'explique dans l'article, un QR code dynamique, ça se modifie. Pas le QR code noir et blanc, pas les petits carrés. Ça, c'est posé, ça ne bougera plus. Non, mais l'information qui est cachée derrière peut être modifiée quand c'est un QR code dynamique. Oui, on peut modifier l'URL. Alors c'est pour ça que quand j'ai cliqué tout à l'heure sur ce lien, c'était spoiler l'information avant que vous puissiez la voir. Bon, bien sûr, ça va pas s'afficher au moment où je le souhaiterais. Je vous mettrai le lien. Dans tous les cas, vous retrouvez le lien dans l'article. Bah, ça vous explique comment un QR code peut être modifié quand ce dernier est dynamique. Et un pirate informatique pourrait clairement s'intéresser à savoir qui diffuse des QR codes dynamiques et s'attaquer non pas au QR code que vous avez dans la rue, sur des affiches, 4x3 par exemple, totalement officielles. Non, il va s'attaquer à la page d'administration du QR code. Et s'il arrive à mettre la main sur le login et le mot de passe de celui qui a créé le QR code, lui n'aura plus qu'à modifier l'URL cachée derrière le QR code. Donc comme je le marque dans l'article, là vous pensez que le lundi vous verrez des petites fleurs aux Jeux Olympiques, et peut-être que le vendredi vous tomberez sur des contenus totalement infamants, diffamatoires, terroristes, etc., etc. En tout cas pour ternir l'image et peut-être potentiellement piéger les gens qui vont QR-coder tout ça. Bref, je vous laisserai lire. D'ailleurs, je vous ai fait aussi tout un aparté sur la biométrie. La biométrie, il faut savoir qu'en France, non, les caméras de vidéosurveillance n'iront pas flasher vos tronches. Non, vous n'aurez pas la biométrie faciale et donc l'interception des informations. La caméra va servir un peu comme dans les pharmacies. D'ailleurs, je vous ai mis l'URL. Il y a des officines, des pharmaciens qui utilisent un peu la même technologie, mais à leur niveau. Ça filme un endroit et si jamais il y a un mouvement inapproprié, la caméra alerte. Et bien pour les Jeux Olympiques, ça va être exactement pareil. Une foule non prévue, etc., etc. Donc c'était juste intéressant quand même de le rappeler parce que les rumeurs, les bruits agissent de plus en plus. Des informations et désinformer, faire peur est aussi une technique de guerre numérique, donc voilà, vous pouvez laisser passer un petit peu ce genre de choses. J'ai fait 2-3 rappels aussi, les JO sécurisés, et je vous ai rappelé par exemple Piesouillac, qui avait lancé il y a 2 ans, il y a 1 an, l'année dernière, un bug bounty autour des Jeux Olympiques. Bon, je vous ai rappelé 2 petits faits d'armes de Zataz. En 2018, on avait déjà, nous, alerté l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avec 18 failles découvertes dans des espace des Jeux Olympiques, et au mois de mars 2023, etc., etc. Mais je voulais partir sur un élément positif. Alors, comme je vous le disais, je suis ambassadeur Intel, mais là, ça n'a strictement rien à voir. J'en parle parce que j'ai eu l'information et je trouve ça plutôt intéressant. Et Intel a mis énormément d'outils cette année pour les Jeux Olympiques avec l'intelligence artificielle. Je vous laisserai aller jeter votre œil et lire les articles sur ce sujet. Moi, je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je vous le partage. Donc voilà, jetez votre œil, gardez en mémoire de prévenir par rapport aux URL, je vous ai mis l'adresse officielle pour les QR codes, je vous ai mis aussi les adresses que nous, on a piquées à des pirates informatiques avant que ces derniers fassent les andouilles dans les poches papy, mamie ou de touristes qui ont envie de s'amuser dans notre beau pays. Donc voilà, on est des activistes, on est des hackers éthiques, on est des cyber-citoyens avant tout. Donc si on peut le faire, on le fait et on protège les autres. Un petit coucou du côté du chat, les amis. J'ai vu plein de gens arriver. D'ailleurs, je vois Haven Vibes qui vient de faire un petit coucou. Alors, je remonte, je vous rappelle, tapez @atascom. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le jingle. Et on est d'accord, non ou pas? Bah quoi? Bah quoi? Il y a un jingle, il faut le mettre. Salut mon Carfil et tous les gens, j'espère que tu vas bien mon ami. Restez là avec nous, il y a encore pas mal d'actualités. Et l'interview d'un ingénieur. Il est pas loin là. il est pas loin. Voilà, un ingénieur cybersécurité et intelligence artificielle. Eh bien, de chez Intel, eh bien, c'est là, dans quelques minutes. On a encore quelques petites actualités à passer. Dont une, j'ai oublié de vous la teaser tout à l'heure, mais bon, je trouve ça tellement mignon de pouvoir en parler quand même. Logbit a donné son petit commentaire sur les révélations du FBI correspondant à son identité, qui il est, etc., etc.
Bon, bah, il a donné... C'est Logbit, hein, je vais être très honnête avec vous. Il a donné son avis. Ah, c'est surtout un petit message à ceux qui savent et qui en parlent dans la presse. On en reparlera là tout à l'heure. Donc, je monte, je descends dans le chat. Alors, je regarde mon Carfield, pourvu qu'il ne pirate pas la flamme olympique. Ça, c'était Plum Monkey qui proposait ça. Non, ça devrait aller. Je descends. Ça va et toi? Bah, bien, mon Plum Monkey. En plus, vous parlez entre vous, donc ça, c'est plutôt cool. Je descends. Bonsoir, Zataz. Ce qu'il y a de bien avec les JO, c'est que je ne suis pas spectateur et donc je ne me trouverai sur aucun lieu ayant rapport avec les JO. Et je ne serai pas non plus devant ma télé pour les regarder. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, j'avoue que je vais regarder l'équitation, je vais regarder les arts martiaux, et je vais quand même jeter mon œil sur le hip-hop. Et oui, on a des belles équipes, on a des beaux danseurs, et la France pourrait représenter de jolies médailles, donc je vais quand même soutenir un petit peu, voilà, tranquillement, en train de siroter, ou en train de bosser, ou en tout cas. Donc voilà, mais tu fais effectivement ce que tu veux. Je t'avoue que moi, j'irais bien jeter un œil du côté de Lille, au Grand Stade. Pas au Grand Stade, enfin on s'en fout, en tout cas à Lille, pour des sports aussi qui pourraient être présentés. Bref, on fait ce qu'on veut, on est bien d'accord, mon ami. En tout cas, c'est important d'informer. Même si on ne fait pas des choses, il est important d'alerter les autres. Peut-être que les autres vont vouloir se déplacer. Donc, ils auront toutes les informations qui intéressent. Alors, je regarde, c'est bon. Eh, on n'est pas bien, là? En ce vendredi 10 mai 2024, 19h49 en Europe. Oh, allez, 13h49 à Québec, Tabarnak de Calice. Actualité, la suite. Ah bah dites donc, voici pas que ce petit français bien personnel et bien bancal, vous l'effacez de votre mémoire, merci. Toujours est-il que Dell est confronté à une faille, semble-t-il, majeure, ayant impacté des millions, je pèse bien mes mots, des millions de potentiels clients en Chine, au Canada, eh oui, aux États-Unis, en Australie. On a un pirate informatique totalement inconnu qui est apparu sur Wage, encore une fois. Quand même, on y trouve quand même des choses complètement folles, mais des choses qui sont pas obligatoirement fiables, je vais continuer à le dire. Donc on a un pirate totalement inconnu, Ménélique, pas le chanteur, hein. En tout cas, j'espère. Toujours est-il que ce Ménélique a été annoncé avoir mis la main sur des données appartenant à Dell, hein, qui est quand même un leader mondial. Il fabrique des ordinateurs. Ah, voilà, on parle de quand même plusieurs millions de données. Alors, je confirme certains éléments, quand même, malheureusement. 11 millions de coordonnées et d'informations concernant des entreprises. On est là, alors je suis en train de regarder, 7 millions de données d'individus, de personnes. Voilà, alors ce pirate informatique a fanfaronné, a affiché ça de manière assez bruyante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que... Coucou mon humble move, bonsoir. Ah, il a affiché ça donc sur un forum, mais dans un seul endroit. Un endroit qu'il connaît et qu'il sait donc surtout être entouré de gens qui n'y connaissent pas grand-chose. On a pas mal d'ados, on a pas mal de gens qui viennent s'encanailler. C'est le web, on n'est pas dans le dark web, hein, on est dans du web, etc. Un pirate qui s'est inscrit, là, il y a quoi ? Il y a quelques jours, il a diffusé une seule information, qui est une information quand même très lourde. On l'a trouvé nulle part ailleurs, et quels que soient les groupes de pirates informatiques connus ou très connus, quelles que soient les zones géographiques. Sur Telegram, on n'a vu aucune trace non plus. Bref, c'est quand même à prendre des pincettes. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Dell a quand même communiqué à la presse américaine en expliquant qu'ils étaient en train d'enquêter sur cette potentielle fuite. Bon, écoutez, c'est malheureusement, comme dirait l'autre, encore une fuite. Le fondateur de Telegram, alors les frangins, c'est surtout un qui a parlé, qui a expliqué un petit peu son environnement de vie, de stress, quand il se balade, quand il voyage. Alors il faut savoir que cet informaticien, ancien ressortissant russe, avec son frère, qui ont quand même fondé le Facebook russe, hein, donc voilà, on est dans du lourd, du grand, voilà, des gens qui ont quand même fait évoluer l'informatique, qui ont fui leur pays parce que la politique de leur pays leur demandait, voire leur imposait, d'ouvrir gentiment au service de renseignement intérieur les petits secrets de leur Facebook local. Ils ont dit non, ils l'ont revendu, ils se sont cassés. Très bien, voilà, c'est fort de pouvoir le faire.
quand tu as les moyens. En tout cas, toujours est-il qu'ils sont aussi les créateurs du fameux Telegram. Je dis fameux parce qu'on en parle énormément. Ils annoncent 1 milliard d'utilisateurs là dans quelques mois, donc on n'est pas dans quelque chose de pacotille aujourd'hui. Hein. Malheureusement, c'est fortement utilisé par les malveillants, mais ça, quel est l'outil aujourd'hui informatique, numérique, qui n'est pas utilisé par des populations qui ont la cybercriminalité potentiellement dans leur sang? Toujours est-il que, ce qui est intéressant, c'est que c'est le journaliste Tucker Carlson, qui est américain, il a été à Dubaï. Oui, parce qu'ils vivent à Dubaï, les fondateurs de Telegram. Et ils ont expliqué un petit peu leur vie. Alors Pavel Durov, l'un des frangins, explique que par exemple, quand il a été aux États-Unis, il a été approché par le FBI. Il explique aussi que l'un de ses informaticiens a été approché par... Alors lui cite le FBI, on n'a aucune preuve, hein, c'est dire, en tout cas peut-être une population environnante dans le rayonnement du renseignement privé ou peut-être étatique, en tout cas le renseignement, ça c'est sûr, à qui ils ont demandé à cet informaticien de potentiellement y placer une petite backdoor, cette petite porte cachée. Donc je vous laisserai lire l'article que j'ai trouvé plutôt intéressant, oui, parce qu'au moins on a son regard à cette personne, à ce fondateur de Telegram, qui, je le rappelle, je vous ai mis d'ailleurs le lien, est français. Il a un passeport français depuis quelques mois maintenant. On vous explique d'ailleurs l'histoire de comment il a pu avoir ce passeport. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il continue à dire qu'il ne s'y attendait pas. Bon, bah écoute, en tout cas, quelqu'un qui fuit la Russie parce qu'il risque pour sa vie, son intégrité, il est tout à fait normal de pouvoir les aider. En tout cas, il parle aussi beaucoup de Telegram parce qu'il se rend compte, c'est ce qu'il explique, que de plus en plus de pays, de lois, essayent... de réduire le chiffrement de bout en bout, ce fameux chiffrement qui permet de ne plus intercepter la moindre information s'il n'y a pas les clés publiques et privées. Bon, je vous laisserai lire. D'ailleurs, donnez-moi votre avis. Vous utilisez Telegram? Dites-le moi sur Twitch. Et d'ailleurs sur YouTube aussi. Vous l'utilisez pourquoi, Telegram? Moi, je vais être très honnête avec vous. Hein, dans des conférences que je viens de donner, là, j'ai des mômes. J'ai eu du collégien, pas mal de collégiens et de lycéens. Alors, beaucoup l'utilisent parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. D'autres, surtout les autres, plutôt, utilisent clairement à des fins illicites. Bon, voilà, écoutez, c'est dommage, mais c'est comme ça. On parle beaucoup de piratage, on parle beaucoup de fuite de données. Il y a une petite information que je trouvais quand même, ma foi, malheureusement fort intéressante. Ça concerne Volkswagen. Volkswagen, en fait, a enfin affiché le fait qu'ils ont été cyberattaqués. C'est pour ça que dans le titre que je vous ai écrit, le pirate massif de Volkswagen, une faille révélée plusieurs années après, et j'ai pas fini ma phrase, parce que c'est... Pour moi, c'est tellement fou. Et les gars, ils ont mis énormément de temps à prévenir qu'ils avaient été piratés et que surtout des données avaient été volées, exfiltrées. Alors ils ont appelé ça Opération Rémédiation 65. Et dans cette opération, à la fin, tout à la fin, ils ont expliqué que 19 000 fichiers contenant des informations cruciales, personnelles et internes avaient été volés, exfiltrés. Un piratage qui date de 2015. Et vaut mieux tard que jamais, comme dirait l'autre. Allez, je viens vous retrouver dans le chat. Là, maintenant, dans quelques instants, je clique, je vérifie qu'il est bien là. Oui, il est bien là. Qui ? Ingénieur cybersécurité chez Intel. Intel, oui. Eh bien, dites donc, on voit que c'est vendredi soir. Hein. Toujours est-il que interview, là, dans quelques instants, on va parler de cybersécurité, on va parler d'intelligence artificielle, et donc, du coup, on va parler des petits secrets, des puces, avec aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui ont pour mission, entre autres, la cybersécurité. Écoutez, on a l'occasion d'avoir ce type d'interview aujourd'hui, maintenant, sur Zataz, sur la cyber-émission Twitch de Zataz, chaque mardi et jeudi, 19h30, et ça ne sera pas l'unique interview, il va y en avoir beaucoup maintenant jusqu'à la fin de l'année, de différents professionnels de la cybersécurité Intel ou ailleurs. En tout cas, je trouvais important de vous rapporter aussi ce regard d'expert extérieur. Qu'en pensez-vous, les amis? On peut le faire maintenant par rapport à un peu de temps, par rapport à un peu de moyens, par rapport à pas mal de choses. Et ouais, hein, moi je vous fais ça gratuitement, c'est pas mon métier. Si, c'est mon métier. C'est pas ce qui me fait vivre, j'entendais, comprenez. Bref, toujours est-il que c'est comme ça. Allez, je regarde dans le chat. Et franchement, le vendredi soir, il faut pas faire cyber-émission, on est bien d'accord, les amis. Hein. Alors, je regarde mon Dame le Move à qui j'ai fait un gros bisou. Mon Plop Monkey qui fait un doigt up. Je regarde, je descends. Il n'y a pas d'arrobase Zatas.
Com. Non, ah bah tiens, XOffice26 qui dit non, moi j'utilise pas Telegram. Ok, c'est intéressant. Je descends. Tucker Carlson semble plutôt fiable. Oui, Plop Monkey, je te confirme. Oui, c'est un Américain, un journaliste américain qui est quand même très connu, mais sa fiabilité à lui n'est pas à mettre en doute. Mais c'est des propos qui peuvent être dits, qui peuvent profiter d'une aura médiatique, etc. Voilà, je vois pas pourquoi ils m'ont tiré, hein, le fondateur de Telegram. Surtout qu'il s'est bien lâché, là. Bon, après, on pourrait se dire, mais pourquoi il a été aux États-Unis, etc., etc. Télé quoi? Téléx, oui. Cocorp. Salut la team, salut mon Gaëtan le Belge. Je ne reste pas bon live. Des gros bisous. En tout cas, j'ai bientôt reçu. Ton courrier est parti. Voilà, allez les amis. On va se connecter maintenant avec notre camarade. Vous êtes prêts? Petit jingle. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, comme promis, les amis, eh bien, on va parler intelligence artificielle, cybersécurité, et on a une énorme chance, eh bien, ce soir, de pouvoir parler avec des professionnels du sujet, et d'autant plus un professionnel, c'est Claude Chauvet. Il travaille pour Intel, il est en plus dans la partie cybersécurité, et vous allez voir, on va apprendre énormément de choses. C'est quand même un monde qu'on connaît peu, et pourtant, il est partout. Il est avec nous. Regardez, vous avez un ordinateur portable, eh bien, il est peut-être caché, là, au fin fond de votre machine. Alors, pas Claude, hein, soyons très clairs, mais plutôt toutes ces technologies qu'Intel propose. Et donc, on va nous se tabler sur la cybersécurité. Alors, bonjour Claude. Bonjour Damien, merci pour l'invitation. Ah bah surtout merci de m'avoir invité chez toi. On regarde un petit peu que tu as aussi un espace assez geek. Alors je suis bonheur que tu travailles autour, voilà, on a des belles cartes derrière, donc là voilà, on est au bon endroit. Alors je cache pas que je pense que ceux qui ont un regard perçant, là aussi. Ah bah je vois là-haut, je vois des robots, enfin bref. On est bien chez toi, merci en tout cas. Alors, on va commencer, comme je l'expliquais, on va parler cyber, on va parler Intel, on va en profiter parce que c'est un rendez-vous aussi partenariat. Eh ben oui, et Intel a fait confiance à votre Zatas préféré, et donc du coup, je vous cache pas que pour nous, c'est génialissime parce que parler à des professionnels du sujet, c'est pas simple. Parce que je vais être très honnête avec vous, Claude a énormément de travail, et là, il nous offre... Allez, on va dire entre 15, 20, 30, 40 minutes, eh bien, de sa vie de professionnel. Bah tiens, d'ailleurs, on va commencer dans le vif du sujet. Tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ton rôle et tes missions chez Intel? Ça pourrait déjà être long. En fait, mon rôle actuel est Technical Sales Specialist. Donc, je suis un consultant technique, en fait, sur le poste de travail entreprise. Entreprise, ça a un sens assez important parce que ce qu'on demande un peu de travail dans l'entreprise, c'est particulièrement lié à la cybersécurité. Donc, il y a énormément de technologies qui ne sont pas forcément vitales quand on s'achète un PC pour soi, de gamer. Il faut toujours de la sécurité, on est d'accord. Mais dans l'entreprise, je vais potentiellement travailler avec certains antivirus, avec certains certificats, avec certaines clés. Donc, je vais être dans un environnement où il faut que mon matériel soit parfaitement capable de parler sécurité et encore plus de se protéger parce que si mon parc est attaqué, les risques sont bien plus graves que si on formate juste mon PC à la maison. Alors, donc, mon rôle, c'est ça, excuse-moi. Mon rôle, c'est vraiment le poste de travail entreprise et les technologies qui sont associées et qui sont très très souvent autour de la cybersécurité. Bon, tu nous as déjà appâté, hein, c'est chouette. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, bon, on s'est parlé, nous, bien en amont, pour préparer ce rendez-vous. T'es rentré comment chez Intel? Et je cache pas que cette histoire est chouette, parce qu'on parle beaucoup d'emploi aussi sur Zataz. Ben voilà, ça montre qu'on peut intégrer une entreprise par plein de portes. Bon, du talent, du savoir-faire, des études aussi, c'est indispensable. Et puis aussi la chance. Explique-nous un petit peu comment tu as réussi à rentrer dans cette superbe boîte. Super, oui, et puis passionnant parce que ça fait 25 ans en fait que je suis rentré chez Intel. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'origine, j'étais donc sorti de l'école d'ingé, j'ai eu droit au service militaire, et juste après, armé de mon diplôme d'ingénieur en télécom, j'ai postulé dans une petite boîte qui s'appelait Dialogic. Et qui était aussi dans l'informatique, mais plutôt l'informatique télécom. On fabriquait des cartes de télécommunication qu'on trouvait dans les serveurs, dans les centraux, dans les PBX. Enfin, c'était un domaine qui me bottait bien, mais qui était encore loin du processeur core. Et en fait, donc j'ai intégré Dialogic le 1er juin 1999 à 9h du matin, et à 11h du matin,
on a appris qu'Intel a racheté la boîte. Et donc, concrètement, j'ai travaillé 2 heures chez Dialogic et 25 ans chez Intel. Ah, c'est fou, c'est complètement fou. L'histoire est dingue. Alors justement, tiens, si, bien sûr, divulguer de trop grands secrets, tu peux nous donner une journée type, eh bien, d'un spécialiste comme toi, chez Intel. Tu fais quoi alors, on va pas commencer par le petit-déj, hein, mais voilà, t'es au boulot. C'est quoi ta journée? Une journée type? On est, enfin, en tant que spécialiste technique, mon rôle, c'est principalement d'apporter du conseil et d'expliquer comment les technologies fonctionnent, comment on peut en tirer parti, comment aussi elles s'intègrent dans les solutions logicielles, parce que Intel est très connu pour la partie matérielle, pour le silicium, mais en fait, on ne travaille pas tout seul, on est vraiment à l'intérieur d'un écosystème, et nous-mêmes, on développe énormément de couches logicielles qui permettent justement d'obtenir de la performance, d'obtenir de la stabilité, d'obtenir des accélérateurs, notamment dans le cadre de l'AI. Et puis, le but, c'est que les développeurs, en fait, travaillent facilement avec nous. Et pour ça, il y a tout un millefeuille, en fait, de hardware abstraction layer, de couches logicielles, firmware, modèle, framework, qui permettent, en fait, aux développeurs de développer leur application en se basant sur des fonctions, sur des instructions. Et après, c'est notre tâche à nous de leur donner l'assurance que l'année prochaine sera une autre architecture, l'année d'après, ça sera encore une autre architecture avec des accélérateurs différents. Et cette couche logicielle que nous, on développe, leur permet en fait de développer une fois et d'être certain que en transitionnant, en passant sur les prochains processeurs, ça continue non seulement à fonctionner, mais en plus à bien fonctionner, et en plus à tirer parti des nouvelles instructions, des nouveaux types de XPU, donc CPU, GPU, NPU, VPU, on a beaucoup d'acronymes là-dedans. Donc, mon rôle est vraiment dans l'application de la technologie. Et il y a une partie aussi qui est intéressante, qui est le fait de faire remonter les usages ou les besoins, en tout cas les trous dans la raquette qu'on perçoit, parce que il faut qu'on soit sûr, nous, que on puisse toujours coller aux besoins. Le problème d'Intel, qui est un problème temporel, et que entre le moment où on est en train de décider de designer une puce et le moment où elle sort vraiment, où elle est disponible pour être intégrée dans les systèmes, il se passe facilement 2 ans et demi. Et donc, aujourd'hui, on a énormément de tâches, par exemple, qui concernent l'intelligence artificielle. Nos processeurs qui ont leur NPU intégré, on ne les a pas développés il y a 3 mois. Ouais. On les a développés déjà en 2022. Donc, c'est très important de toujours pouvoir suivre le flow. Et ça se répète tout le temps, en fait, aussi bien avec le Wi-Fi, avec le chiffrement, avec la virtualisation. C'est un gros domaine, la virtualisation. Le fait de pouvoir toujours apporter la bonne technologie au moment où on en a besoin et pas 2 ans et demi après, ouais, ça permet d'être efficace. Ça permet aux développeurs d'être efficaces, ça permet à l'utilisateur d'avoir de la performance et ça permet de répondre vraiment aux besoins au moment où ils arrivent. Moi, je me souviens d'un moment, d'une époque assez pénible où on a été obligé d'acheter des machines extrêmement performantes parce qu'on avait décidé qu'il fallait utiliser le chiffrement des disques durs pour tous les PC entreprises. Ce chiffrement, à une époque où le SSD n'était pas encore dans l'ère du SSD, il y a encore beaucoup de HDD, et faire du chiffrement sur des processeurs qui n'avaient pas encore d'accélération crypto et sur des disques durs qui forcément n'avaient pas c'était plutôt une question de latence que de débit, mais n'avaient pas les faibles latences nécessaires à la crypto. On a eu 1 an et demi, 2 ans assez pénibles parce que justement on voyait des superbes machines se transformer en machines extrêmement lentes à cause du chiffrement. C'est exactement ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que mon boulot consiste aussi à faire remonter les types d'usages et s'assurer que ce soit pris en compte pour la prochaine génération de processeurs, et puis celle d'après, puis celle d'après. C'est passionnant, hein, je le cache pas. Bon, juste en aparté, Intel n'arrête pas d'inventer. Là, pour les Jeux Olympiques, on va avoir de la 8K, on va avoir aussi la possibilité pour les personnes non-voyantes de pouvoir suivre, justement, grâce aux technologies. Bref, on a affaire à quelqu'un qui vit dans un monde où l'invention, la créativité, et puis le test, tout le temps perpétuel, est loin d'être négligeable. Et justement, dans ce monde de test, la cybersécurité, ça a toujours été, hein, très, très clairement, le cœur de la préoccupation d'Intel. On a quelques faits marquants, justement.
Cybersécurité, je suis presque né avec, puisque je crois que le premier virus, c'était en 74. Je suis né en 75, donc je suis un peu né dedans. Et c'est vrai que côté Intel, ça a toujours été un des principes fondateurs. Pas forcément toujours bien structuré, c'est-à-dire que chaque division faisait un petit peu sa propre cybersécurité. Un des grands faits marquants, en fait, ça a été l'arrivée de Spectre Meltdown en 2018, janvier 2018. Ça reste un cauchemar pour beaucoup de DSI et de pros de la cybersécurité. On pourrait en discuter longtemps de Spectre Meltdown, c'est quelque chose de très intéressant, mais là, ça a mené à la création d'une entité supérieure, en fait, de ce qu'on appelle IPAS, Intel Product Assurance and Security, qui vient chapeauter, en fait, toute la division en donnant les bons principes et en s'assurant que quand on écrit le moindre bout de code ou quand on design la moindre fonction dans un CPU, on est bien conscient des effets de bord, on valide, et donc on s'assure que toutes les fonctions qu'on sort, et ça peut être même juste le fait de gérer un mot de passe dans une application, ça, il faut que ça ait été bien testé. On a d'ailleurs mis en place un bug bounty programme il y a bien longtemps, j'ai pas la date exacte, mais ça fait très longtemps qu'il existe, et donc ça permet en fait de s'assurer qu'on récompense aussi ceux qui trouvent des failles de sécurité. Ça peut être assez lucratif d'ailleurs, mais c'est quelque chose de fondamental pour nous. En fait, on a toujours cherché à jouer la transparence parce que on veut surtout rien mettre sur le tapis. On trouve quand même beaucoup de failles, nous, en interne, puisqu'il y a ce long process de validation. On va dire que les 2/3, grosso modo, des vulnérabilités qui sont trouvées en interne. Et ces vulnérabilités-là qui sont trouvées en interne et qui sont donc corrigées en interne, on pourrait très bien les glisser sous le tapis, faire comme si elles n'avaient jamais existé. Bien sûr. Mais en fait, non, au contraire, on communique dessus. C'est-à-dire qu'on dit, voilà ce qu'on a trouvé, voilà quel était l'impact, le type de risque, les CVE, etc. Et le risque pour nous, il est quand même, c'est un risque d'apparence. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que, comme on publie énormément de vulnérabilités, on est extrêmement impacté, extrêmement sujet aux vulnérabilités. Non, tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Simplement, effectivement, nous, on a choisi, on a pris le parti d'en parler et de tout bien discloser. C'est pour ça que c'est important, tu parlais de bug bounty, là, ça montre que vous faites appel aussi à des communautés qui ont envie d'aider, qui pourraient potentiellement gagner aussi un petit peu de sous si elles trouvent, après tout, l'inventeur d'une faille est là aussi pour aider et pour montrer aussi son savoir-faire, et qui sait peut-être embaucher. Ça, c'est une possibilité. Ce qui est intéressant, c'est que la possibilité aussi, intelligence artificielle, elle est clairement rentrée là dans le jeu depuis 3-4 ans, maintenant plus officiellement et publiquement depuis 2 ans, mais là, voilà, l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. Alors justement, pour Intel, ça veut dire quoi parler de sécurité renforcée par l'intelligence artificielle? Ça veut dire quoi? C'est un très vaste sujet. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Ça fait déjà assez longtemps, je dirais au moins 10 ans, qu'on se rend compte que l'identification des virus simplement par une signature, c'est pas suffisant. Ça marche encore pour les virus d'entrée de gamme. C'est basique, ouais. Mais ça fait longtemps que les développeurs un peu affûtés ont réussi à échapper à ce genre de détermination. Donc, on a vu apparaître, il y a déjà pas mal de temps, des déterminations de virus qui étaient plutôt liées à du comportement, comportemental. Au départ, c'était plutôt des algorithmes qui étudiaient justement le comportement pour voir quel était le type d'instruction utilisée. Ça marche pas mal. C'est une façon plus intelligente, on va dire, de faire face aux attaques et de détecter les attaques. Mais de la même façon que dans le graphisme, tout ce qui était fait par algorithme, comme par exemple le fait de découper mon visage pour l'incruster sur un arrière-plan, ça, on peut le faire de façon mathématique. Ça marche plutôt pas mal, mais on peut le faire par IA. Et alors là, ça marche super bien. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus précis. Il y a beaucoup moins d'artefacts. Donc, de la même façon que on a commencé à mettre en place cette isolation, cette surveillance des virus par des algorithmes qui n'étaient pas de la signature, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet encore plus finement de détecter qu'un comportement est un comportement malsain. Malsain, oui, c'est ça, malveillant en tout cas. Ouais. Malveillant, pardon, oui, c'est le mot. Et donc l'intelligence artificielle ici nous ouvre vraiment un monde de possibilités
alors, nous ouvre, en fait, chez Intel, on y est déjà dedans depuis, je dirais, au moins 5 ans, car déjà dans la 11e génération de processeurs Core, vous aviez, ça existe toujours, bien sûr, ça a été affiné, il y a une technologie qui s'appelle TDT, alors on fonctionne beaucoup en acronyme de 3 lettres. TDT, c'est pour Self Detection Technology, et c'est un panel de plusieurs technologies, dont l'une, en fait, est vraiment orientée ransomware ou cryptojacking, et c'est carrément à l'intérieur du processeur. On a installé toute une télémétrie pour pouvoir dresser finalement un profil, faire un profilage de ce que font les process qui tournent sur la machine. C'est très intéressant parce que finalement, dans la machine, on a la couche OS, on a éventuellement des couches de virtualisation, on a la couche applicative, les drivers, etc. Il y a plein de moyens, plein d'endroits où se cacher pour un virus. Mais au final, il y a toujours un processeur qui est là pour exécuter les instructions qu'on lui demande. Et ce processeur voit passer tout ce qui lui arrive, et donc on ne peut pas se cacher puisqu'on en a besoin. Et à partir du moment où le processeur lui-même est capable d'analyser ce qui se passe et quel type d'application, quel type d'instruction on utilise, quel type d'entrée-sortie on va utiliser, et même, je dirais, quelles sont les zones qu'un process particulier va aller faire chauffer dans le processeur parce qu'il les surutilise, entre guillemets, là, ça nous permet d'avoir un profil à multiples entrées, vraiment avec plein de dimensions. Et on a fait tout simplement, on a intégré un modèle d'intelligence artificielle dessus pour arriver à déterminer que ces profils-là correspondaient à un ransomware ou un cryptojacker. Donc ça, à la limite, c'est même transparent pour l'utilisateur. Oui, c'est ça qui est chouette. On n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, mais concrètement, c'est de l'intelligence artificielle qui tourne même au cœur du processeur. Ce qui est intéressant, je me permets de couper, du coup, ce qui est intéressant, c'est une véritable aide. C'est un support d'aide pour un utilisateur qui quasiment n'a plus besoin de s'occuper de cette partie qui pourrait être cette infiltration par un ransomware et un cryptolocker. Donc ça, c'est plutôt un outil supplémentaire non être négligeable. Hein. Alors, c'est pas une autorisation à cliquer n'importe où. C'est sûr. mais effectivement, dans les tests qu'on fait, c'est assez bluffant parce qu'on voit juste en se reposant sur le processeur. Alors, c'est pas le processeur qui va jouer le rôle de tuer le process. Il va juste communiquer avec l'antivirus que tel process est un malware. Et donc, c'est l'antivirus qui va le tuer. Mais on voit que le temps de réponse, en fait, le temps de profilage de l'application, du process en question, est extrêmement rapide, ce qui fait que on a fait beaucoup de tests sur des vrais ransomware, donc, qui étaient vraiment là pour faire du dégât, pour commencer à chiffrer entièrement le SSD et puis après demander une rançon. Grosso modo, au bout de 20 fichiers, ça y est, le process a été déjà isolé, a déjà été flagué comme étant malveillant, et donc l'antivirus peut le stopper. Ce qui fait que on a assez peu de risques. Alors effectivement, on aura quelques fichiers qui auront déjà été chiffrés, mais avec un peu de chance, ce ne sont pas des fichiers trop importants, et donc finalement, on va pouvoir échapper à une attaque qui potentiellement est désastreuse. Sur les grandes entreprises, c'est toujours un énorme problème, mais on oublie souvent les petites et moyennes entreprises qui, elles, peuvent tout simplement en mourir parce que c'est le cas de 80% des petites entreprises qui ont été impactées par un ransomware. Généralement, au bout de 18 mois, 80% ont mis la clé sous la porte. Ah bah, ils perdent leurs clients, ils perdent tout ça, c'est clair. Oui. Donc, c'est un risque très important. Et si on arrive à se dire, j'aurai juste quelques fichiers qui auront été attaqués, mais je vais survivre, et surtout, je vais mettre très peu de temps à redevenir fonctionnel, et ben c'est quand même une sécurité et une tranquillité d'esprit qui est vraiment pas négligeable. Clairement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, il y aura un article sur le DDT sur Zataz, comme ça, si les gens veulent en savoir un petit peu plus, avec les liens qui vont bien et puis les explications encore plus techniques. Ben, ils seront un plaisir d'aller le lire, tout simplement. Nickel. Alors, tiens, on va en profiter. Depuis plus de 15 ans, Intel développe une plateforme pour PC professionnels. C'est quoi cette plateforme ? Intel vPro, alors oui, effectivement, ça existe même. C'est 2006 la première machine Intel vPro, et c'est une plateforme. En fait, c'est un peu, faut voir ça comme un cahier des charges. Ou alors, moi, ce que j'aime bien comme façon de présenter, c'est un petit peu une assurance contre les mauvaises surprises de la part du DSI quand il intègre des postes dans son entreprise, dans sa flotte, et qu'il va se rendre compte potentiellement sur des postes que les postes qu'il a pris n'étaient pas tout à fait enterprise grade, on va dire, pas tout à fait assez robuste, que certaines technologies sont pas présentes, n'ont pas été implémentées, que le Wi-Fi n'a pas les bonnes capacités, n'a pas
les possibilités, ou alors peut-être un peu anciens. Tout ça, ce sont des mauvaises surprises que je ne peux pas forcément anticiper juste à la lecture des composants qui sont dans la machine. Et donc, le fait d'avoir un cahier des charges où on va voir carrément un outil qui est là pour vérifier que tout est bien présent, qu'on a aussi bien de la performance, de la stabilité, de l'administration à distance et puis de la sécurité, c'est un petit peu une façon d'éviter les mauvaises surprises, d'éviter le nombre de tickets aussi qu'on va avoir après parce que les machines n'arrivent pas à se connecter au réseau ou n'arrivent pas à se connecter en Bluetooth à un système de communication, de collaboration. Et puis, c'est aussi le seul moyen que je connaisse de s'assurer que toutes les technos dont j'ai parlé et qui m'intéressent moi sont effectivement présentes et utilisables. Celle dont je parlais, donc TDT, qui me permet de transmettre à mon antivirus le message comme quoi j'ai une attaque en cours, il y a du boulot à faire. C'est-à-dire que elle est présente dans le processeur, mais si dans le BIOS, si dans l'OS, si jusqu'à la couche antivirus, bien sûr, si à un endroit la transmission ne se fait pas, eh ben je pourrais pas l'utiliser, je pourrais pas en bénéficier. Et là, c'est vraiment juste un exemple, mais il y a énormément de technologies pour lesquelles je suis un petit peu au bon vouloir de l'intégrateur, du constructeur qui aura fait l'intégration de la machine. Et donc, s'il a décidé de faire l'impasse sur certaines technos, bah, je ne le verrai qu'une fois que la machine sera utilisée. Ouais, c'est ça, d'accord. Justement, cette garantie que la machine répond bien à tout ce cahier des charges qu'Intel a mis en place et que les technos sont vraiment disponibles, utilisables. On fait tourner ce qu'on appelle un Brand Verification Tool, BVT, qui justement vérifie que le chiffrement de la mémoire est bien présent, que la détection de ransomware est bien présente, que la protection du BIOS est bien présente, etc. On a vraiment cette garantie en fait que les technos, elles sont là, elles ont été implémentées, et moi je vais pouvoir les utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que, alors j'aime pas trop le terme parce que Cerber, ça fait un peu négatif, mais en tout cas c'est un vrai mur, c'est une vraie muraille, c'est une vraie protection, c'est un vrai confort pour les utilisateurs professionnels, d'autant plus d'avoir affaire à ce genre de plateforme. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette intelligence artificielle, parce que du coup ça va permettre de détecter, diagnostiquer, réparer. Tu aurais 2-3 petits exemples un peu concrets pour un professionnel qui se dit, bah voilà, on a vu là par exemple par les ransomware, on voit avec la mémoire, mais encore un exemple pour eh bien, ce professionnel qui se dit... cet outil va me protéger, mais qui va me rassurer, il va me permettre de repérer, diagnostiquer. Un petit exemple encore. Oui, alors j'ai parlé de TDT qu'on a implémenté nous dans le processeur, mais depuis on a sorti les Core Ultra. Core Ultra, simplement, ça veut dire que aux côtés du CPU et du GPU, à l'intérieur du processeur, on va aussi avoir un NPU. NPU, c'est pour Neural Network Processing Unit, c'est-à-dire un processeur de réseau de neurones. Donc, qui sont les modèles sur lesquels se base l'intelligence artificielle. Et donc, ce NPU, en fait, il n'y a pas qu'Intel qui peut l'utiliser, et tous les développeurs, aujourd'hui, en tirent parti, notamment pour faire cette tâche de détection de virus. Alors, ce ne sera pas forcément que les ransomware, ça pourrait être n'importe quel type d'attaque. Mais donc, le NPU rend possible l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle dans des buts de cybersécurité. On a par exemple un éditeur qui s'appelle CrowdStrike qui fait ça très bien et qui utilise aujourd'hui le NPU dans le but de recherche de malware. Et en fait, ça va donner, ça va ouvrir une grande porte pour que n'importe qui puisse développer ses propres systèmes de sécurité basés sur l'intelligence artificielle. L'avantage du NPU, ce que je dis là, on peut très bien le faire sur CPU. Mais le CPU, c'est un processeur qui est généraliste. Ouais, et puis il a autre chose à faire. Disons que oui, déjà il a autre chose à faire, mais il va pas être le plus efficace qu'on peut espérer pour des réseaux de neurones. Le NPU, par contre, lui, il va le faire très bien, avec beaucoup de performance, et surtout sans consommer d'énergie. Ou en consommant très peu d'énergie. Forcément, il consomme un tout petit peu, mais au final, l'efficacité énergétique du NPU, pour l'intelligence artificielle, va être bien supérieure à ce qu'on peut tirer d'une autre architecture, même le GPU. Et donc, c'est ça qui va être très intéressant, c'est que je vais pouvoir en fait avoir un Cerber, comme tu dis, qui est là en train de surveiller ma machine en permanence
qui a toute l'attitude pour faire des scans mémoire, par exemple, vraiment à la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malware qui se cache derrière des fichiers gigantesques et donc ça représente un coût énorme, aussi bien en performance qu'en énergie, de faire ces scans dans la mémoire sur des gros fichiers. Le NPU va pouvoir le faire et va pouvoir le faire de façon très, très efficace. Donc, je vais avoir ce module finalement qui m'apporte de la sécurité, mais qui pour autant n'est pas en train de plomber mon autonomie, de réduire ma mobilité parce que aujourd'hui, tout le monde aime avoir un laptop léger, etc. Et que si demain, pour l'intelligence artificielle, pour la sécurité, on se retrouve à mettre à nouveau des batteries d'1 kilo, et donc des laptops qui pèsent 3 kilos, et bien 3 kilos encore, ça passe. C'était il n'y a pas si longtemps que 3 kilos c'était bien. Osborne, 20 kilos, hein, le premier ordinateur portable. Donc on ne veut pas perdre en mobilité, on ne veut pas perdre en confort, mais ce NPU va vraiment nous apporter cette surveillance et cette protection en temps réel, vraiment au flux de tout ce qu'on est en train de faire, qui à mon avis, va beaucoup changer la donne en termes de sécurité. Alors, ce qui est intéressant, là, ça sera l'une de mes dernières questions, parce que je crois quand même que tu as un métier et du travail. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de partenaires. On voit que c'est pas une entreprise toute seule dans son coin qui peut se permettre d'ouvrir et de s'offrir comme ça de la cybersécurité, cette plateforme qui permet aux professionnels de pouvoir justement se rassurer, parce qu'il va y avoir de la détection, du diagnostic, de la réparation. Il y a énormément de partenaires. Tu peux m'en parler un petit peu, parce que c'est un véritable réseau qui... ce réseau, en fait, moi, je le compare un peu à un arbre. Chacun a sa branche et tout le monde pour renforcer ce tronc qui est l'utilisateur. Explique-nous un petit peu. Oui, il y a beaucoup de partenaires et de niveaux de partenaires. En fait, nos premiers partenaires sont les constructeurs, ce qu'on appelle les OM, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu. On a vraiment un partenariat extrêmement important avec les constructeurs pour être sûr, justement, que ce qu'on leur apporte comme technologie ait du sens pour eux, ne représente pas une difficulté d'intégration et un coût d'intégration. Donc c'est vraiment déjà la première étape pour s'assurer que on répond bien aux demandes de leurs clients. Et puis après, on a tous les partenaires. En fait, on a autant de partenaires que d'usages. C'est-à-dire qu'on va avoir des partenaires cloud, on va avoir des partenaires Microsoft, évidemment, pour le système d'exploitation. Il y a un travail qui est fait avec Microsoft pour s'assurer que finalement tout ce qui est dans le silicium va pouvoir s'intégrer aux besoins, aux exigences de sécurité du système d'exploitation, d'authentification, de sécurité des données, etc. Donc le travail qui est fait avec Microsoft est tout à fait fondamental. Et après, il y a tout l'écosystème en fait de développeurs qui vont pouvoir justement bénéficier des technologies. Quand je parlais de BitLocker tout à l'heure, effectivement, c'était un partenariat évident, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui sur les antivirus. Effectivement, on voit que il y a beaucoup de choses qui sont très importantes pour assurer la sécurité, et il est vraiment crucial pour nous que les éditeurs soient capables de suivre ce que nous on est en train de mettre en place, et que nous on soit capable aussi de fournir les technologies nécessaires. Je pense par exemple aux attaques qui se passent dans la stack, en fait, les adresses de retour, les adresses de saut. On a créé une shadow stack qui permet de s'assurer justement qu'il n'y ait pas eu de modification d'adresse faite de façon un petit peu justement malveillante, qui permettent d'exécuter du code malveillant, tout simplement parce que on suit le saut vers une adresse précise, où on fait un retour vers une adresse qui a été changée. Et donc c'est très important justement que les éditeurs puissent se reposer sur cette shadow stack et donc valider que l'attaque en fait ait été étouffée et ne puisse pas fonctionner. Donc le travail avec l'écosystème est extrêmement important. Moi, je me souviens d'une des premières technologies Intel qui est arrivée, on va dire, vers 2005, qui s'appelait Lagrande. C'était parce que la virtualisation commençait. On commençait à avoir une utilisation très importante de la virtualisation sur les serveurs. Et qui dit virtualisation dit forcément un besoin extrêmement important d'isoler
bah, c'est ce qu'on a mis en place à ce moment-là, et c'était clairement lié à notre travail avec les éditeurs pour s'assurer que une VM ne pourrait pas aller piller le contenu d'une autre VM, voler des credentials, voler des mots de passe, voler des informations importantes. Et donc, il y avait un aspect de performance, bien sûr, d'accélérer les échanges entre l'hyperviseur et le matériel, mais aussi d'isolation. Et ça, c'est vraiment une mentalité qu'on a de travailler avec les éditeurs pour être certain que le silicium fonctionne parfaitement avec les couches supérieures, avec l'applicatif, mais aussi tous les middleware qui peuvent exister. Bref, rien ne peut se faire sans l'aide, sans le partenariat, ça paraît évident. Alors là, vous l'aurez compris. Très importante qu'on a apprise, excuse-moi. Vas-y. Justement, avec Spectre et Meltdown, c'est vrai, je dis que c'est un gros sujet, mais c'est aussi une occasion où on a mis en place vraiment ce partenariat avec avec les éditeurs, avec les constructeurs, pour faire ce qu'on appelle une coordinated disclosure. Et ne pas être certain de ne faire une annonce que quand déjà les palliatifs sont prêts, que quand les correctifs sont disponibles. Et donc, je pense que c'est le meilleur exemple de ce travail qu'on fait avec toute l'industrie, d'avoir cette coordinated disclosure où on attend que tout le monde soit prêt et on donne une deadline bien précise aussi pour que tout le monde ait implémenté les correctifs. Et c'est très important de faire ça, parce que si on commence à dévoiler une faille et que la moitié de l'industrie n'est pas prête, oui. Eh ben, là, c'est un problème. On est bien d'accord. C'est la fête pour les attaquants, parce que justement, ils vont pouvoir se dire, il y a un créneau où on va pouvoir être efficace et utiliser cette vulnérabilité. Claude, il y a aussi un élément qui est très important, parce qu'on parlait de tous ces partenaires, et de ces partenariats. Il y en a un aussi qui est super important, c'est avec l'ANSSI. On se dit, mais que vient faire l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information avec Intel, avec des alertes cyber? Bon, là, on vient de comprendre que dans ma question, il y a quasiment la réponse, mais explique-nous un petit peu. Oui, c'est très important aussi que Intel ait un contact privilégié avec les agences gouvernementales de sécurité, et notamment donc en France l'ANSSI. C'est moi qui m'en suis occupé pendant de nombreuses années, parce qu'on a une liaison justement, c'est un officier de liaison entre l'ANSSI et la maison mère, pour être sûr que non seulement les technologies soient bien comprises, parce que c'est très important, c'est un rôle fondamental de l'ANSSI, mais aussi qu'en cas de gros problèmes de vulnérabilité, vu que on a quand même des opérateurs d'importance vitale en France qui doivent absolument pouvoir se protéger, et que l'ANSSI est vraiment le chef d'orchestre à ce niveau-là. C'est un rôle également qui est très important entre Intel et l'ANSSI, de pouvoir s'assurer qu'on a une communication fluide, et que dès que quelque chose apparaît, l'ANSSI puisse faire son boulot et avertir tout le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les assaillants, les malveillants, les pirates informatiques ont du temps à perdre pour nous embêter. En tout cas, Claude, un énorme merci, vous avez pu le découvrir. Hein. Il est dans un métier passionnant. Aujourd'hui et demain, Intel, en plus vous l'avez vu, propose des solutions pour les professionnels, entre autres, qui sont loin d'être négligeables. On voit clairement aujourd'hui, ce sont ces nouvelles barrières, moi je les appelle les cerbères, mais on est beaucoup plus loin, je dirais même plutôt des chevaliers, et qui sont là pour renforcer ces châteaux forts qui ont clairement besoin de nouvelles grilles, de nouvelles douves, de nouvelles portes, bref, d'un nouveau blindage face à des pirates informatiques et des malveillants. Sachant que l'intelligence artificielle peut également être utilisé par le mauvais côté de la force. Ah, no comment. Et que donc, ça va être d'autant plus important de pouvoir l'utiliser pour se prémunir contre des attaques qui vont être forcément de plus en plus fines. Autant dire qu'il n'est pas couché et qu'il a du boulot encore pour quelques années. Claude, je te remercie. On se dit à très vite. On retrouvera ton interview d'ailleurs. Donc sur Twitch, ça c'est fait. On va se retrouver sur YouTube aussi. Et il y aura toute une partie beaucoup plus poussée encore sur Zatas.com et Data Security Bwish. On pourra se retrouver sur des aspects encore plus techniques sur le sujet. Je te remercie. Je te laisse maintenant aller travailler. Et encore un énorme merci de m'avoir invité dans ton antre. Merci Damien, c'était un plaisir. Bon bah voilà les amis, c'est une interview parmi de nombreuses qui arrivent dans les semaines, les jours, les mois à venir sur la Twitch émission de Zatas. En tout cas, merci pour vos questions, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai trouvé ça passionnant. Il est adorable en plus Claude, encore un énorme merci à toi et aussi un merci à Intel d'avoir ouvert ses portes. Voilà, donc il y aura d'autres éléments dans les semaines à venir, mais aussi d'autres sociétés, d'antivirus, etc., etc. C'est important d'avoir ce regard aussi de professionnel. Nous, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, et bien c'est intéressant que ces professionnels nous laissent regarder aussi un petit peu au-dessus de leurs épaules. Allez, on finit par deux petites actualités, les amis, et après on va
partir en week-end. Alors, l'une des actualités qui a fait parler beaucoup, le patron de Logbit, Logbit Sup, vous savez, celui que Zataz vous montre depuis maintenant plus de 2 ans et demi, où on connaît son identité, on a vu sa tronche, on a pu parler avec lui. Eh bien, écoutez, ça a été officialisé par les autorités américaines. Ils ont donné son nom, ils ont donné son prénom, ils expliquent pas mal d'éléments de comment ils ont pu le remonter. Eh bien écoutez, on ne peut que se dire « Waouh, impressionnant !» L'OSINT, les recherches d'informations. Bon, là je vais être très honnête avec vous, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie lui proposent de ne pas quitter son pays s'il ne veut pas finir pendant quelques décennies, si ce n'est siècles, avec les Américains en prison. Toujours est-il que, voilà, il est maintenant mis en pâture et c'est toujours très intéressant. On avait eu le cas aussi avec Waka Waka, hein, souvenez-vous, où je vous ai expliqué qu'ils avaient été aussi mis en pâture, nom, prénom, photo, etc., et que c'est intéressant de mettre en pâture des pirates informatiques qu'on ne peut pas les chercher. Ben, c'est simple, hein. Logbit Sup, d'après les autorités, il aurait gagné au moins 100 millions de dollars. De rançon. Par rapport à quoi? Eh bien, je vous rappelle qu'il a des affiliés. Les affiliés, eux, touchent 80% et lui touche 20%. Vous imaginez? Donc 100 millions de 20%, ça veut dire qu'il reste 400 millions dans les poches de pirates informatiques divers et variés. Bon, bah maintenant qu'on explique à la mafia russe qu'il y a un jeune homme dont on connaît son identité et sa photo, et qui a potentiellement dans ses poches plus de 100 patates, autant dire qu'on n'a plus besoin d'envoyer les autorités pour l'arrêter. La mafia risque de s'en occuper. Donc ça, c'est un élément de l'art de la guerre qui pourrait être potentiellement mis en place intellectuellement pour stopper les actes complètement nauséabonds de ce pirate et de sa bande. Très intéressant, quelques jours auparavant, il avait rempli à fond son blog avec des éléments qui étaient vieux, voire très vieux. L'école de Sherbrooke, l'université de Sherbrooke au Canada, piratée l'année dernière. On s'était retrouvé aussi avec plusieurs sociétés et une mairie française. D'ailleurs, c'est... j'ai oublié, pardon. Monsieur Marchive. Je dis monsieur parce que j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, j'espère qu'il m'en excusera, mais qui a expliqué justement dans IT Magazine que ce sont des annonces qui datent quand même de plus d'1 an qu'il a remis en pâture. Est-ce qu'il est en train de remettre la pression des entreprises? Est-ce qu'un de ses affiliés est revenu et veut remettre la pression? Est-ce que... Bref, à suivre. Alors, ce qui est très intéressant, là, donc, c'est sa tête. En tout cas, c'est ce qu'explique le FBI, s'explique les autorités américaines. Alors, lui aussi, il a 10 millions sur sa tête, maintenant, pour pouvoir l'arrêter. En tout cas, toute information permettant de le remonter. Bon, alors j'ai vu des gens faire de l'OSINT dans des médias, etc., expliquant, voilà, on peut le retrouver, voilà, regardez, il mange des pancakes, etc. Pourquoi pas? 4 ans d'anonymat ou pas, c'est l'un de mes sous-titres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis l'article là, hein, sur Twitch. Vous pourrez le lire en long et en large, ainsi que sur YouTube. Vous l'aurez là dans le descriptif. Et puis, suivez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mais un petit détail qui est plutôt intéressant, et je vais vous le montrer. Bah oui, Logbit, vous vous doutez bien... qu'il a commenté. Alors, pour ceux qui ont un téléphone, je voulais le traduire et puis je me suis dit non, je vais vous laisser le faire. Vous avez un téléphone qui permet de, par exemple, traduire des textes d'une langue de votre choix. Et bien là, vous choisissez le russe et vous allez voir qu'il est en train d'expliquer une petite chose. Il dit mais c'est qui ce gars? Mais c'est pas moi. Pourquoi ils ont fait ça, le FBI? Pourquoi ils ont mis en pâture une personne qui n'est pas moi? Et il lui explique qu'il lui offrira un petit cadeau pour tous les désagréments. C'est pas la première fois que Logbit Sup fait ce genre de propos. Il l'a fait, là, il y a quelques heures aussi, chez Troy Hunt. Voilà. Il suffit de le contacter sur un outil de communication dont nous, on est en contact avec lui depuis plusieurs années maintenant, plus qu'on y réfléchit. Hein. Logbit, ça va bientôt avoir 5 ans, c'est pour vous donner une ambiance. Et lui, donc, on le contacte assez facilement. Bon... Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas lui? Lui dit que c'est pas lui. On a mis en pâture une personne qui ne serait pas lui. Bon. Il est connu aussi pour raconter pas mal de bobards, hein, donc... Mais le doute maintenant, quand même, subsiste. Hein, voilà, à suivre. Allez, la dernière petite actualité en ce vendredi 14 mai 2024, les amis, la cyber-émission de Zataz, tous les mardis et jeudis, aujourd'hui, à 19h30, on parle d'actualité cybersécurité, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, et regardez le dernier petit chiffre que je vous ai trouvé, un pirate informatique est en train de mettre en vente 59 968 041 adresses Hotmail avec un pourcentage de personnes présentes derrière ces adresses.
de 100%. Bref, si vous avez une adresse Hotmail, vous êtes peut-être dans cette liste qui est vendue aux alentours de 2000 $. Bref, elle est pas belle la vie? Allez les amis, 20h38, il est l'heure de l'apéro en Europe. Il est l'heure d'aller bosser, Tabernacle de Calice à Québec. Bon, ok, c'est le week-end, on va pouvoir peut-être aller au chalet, aller dans la grande roue, que sais-je encore. Bref, en tout cas, les amis, merci d'avoir été aussi nombreux en ce vendredi petit live. Avec de l'actualité, j'espère que les interviews et les infos, l'interview et les infos vous ont plu. Encore un énorme merci à Claude de chez Intel de nous avoir parlé de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Merci à Intel de m'avoir sélectionné comme ambassadeur Intel, ça fait drôlement plaisir. Il va y avoir d'autres choses avec eux dans le mois de juin et au mois d'octobre. Peut-être une visite à suivre, j'en dis pas plus. En tout cas, vous aurez d'autres interviews d'éditeurs d'antivirus. Ça arrive. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de contenu. Vous demandez, je fais ce que je peux pour vous l'apporter. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Les amis, 20h43 en Europe, 14h43 à Québec. Je vous souhaite un excellent week-end. Mettez un petit peu de crème sur votre front, il va y avoir du soleil. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. Clairement, aidez-les. S'informer, c'est déjà se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. C'était Damien Bancal, je vous fais des gros bisous. Mardi, jeudi, sur Twitch, 19h30. Tiens, et mardi, sur M6, RTL, avec Julien Courbet, dans Ça peut vous arriver toute la matinée. Je spoil pas, mais venez jeter votre œil, les amis. Allez, des gros bisous. Tchuss. Allez, on va se balancer une petite battle royale. Il n'y en a pas eu du tout de la soirée. Des bisous, les amis.